Mesdames, Messieurs, tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais complètement décontracté. Je pense que vous connaissez tous cette pensée profonde de notre ami philosophe et penseur grand névrosé devant l'éternel, Woody Allen. Et c'est un grand honneur pour moi d'être présent ce soir et de pouvoir contribuer à vos débats. Et je remercie pour ça les organisateurs, M. Saout, M. Quevi, de son invitation, parce que c'est un sujet effectivement qui alors, me concerne pour plein de raisons. On va voir tout de suite un petit peu lesquelles. Et puis je crois que c'est des initiatives que vous prenez qui sont vraiment essentielles pour l'amélioration de notre système de soins. La prise en compte de l'expérience vécue des soins des patients, c'est vraiment la prise en compte de l'humain, tout simplement, je pense, de l'humanité. Donc c'est une notion essentielle. Je vais essayer d'organiser mon propos en 3 temps. D'abord, d'où je parle moi, c'est-à-dire ma propre perception de la question. De quoi l'angoisse est-elle le nom, de qu'est-ce qu'on entend par angoisse et anxiété, bon, que soit le terme, d'un phénomène quand même très particulier. Et puis l'angoisse dans les soins, puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Comment puis-je me sentir concerné par cette question? Alors déjà, effectivement, je soigne des personnes souffrant de troubles psychiques, je suis psychiatre depuis longtemps, et notamment de troubles anxieux sévères, chroniques, des phobies, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, donc, ou des états de stress post-traumatique. Donc ça, c'est mon métier, je dirais, direct au quotidien. Mais surtout, je travaille dans les hôpitaux depuis quelques années, une trentaine d'années maintenant, et donc j'ai des souvenirs anciens, mais très précis à ce sujet, au sujet du vécu d'angoisse des patients, notamment hospitalisés. Alors mes premiers souvenirs, c'est vraiment au tout début, et je pense qu'ils remontent à des remplacements que j'ai pu faire quand j'étais étudiant en médecine à 19-20 ans, dans des services de soins. Alors c'était à Sainte-Anne que j'ai commencé, mais c'était pas en psychiatrie, c'était en neurologie. Et j'ai des souvenirs pour avoir fait des remplacements d'aides-soignants ou d'infirmiers à l'époque, de premiers contacts avec les patients. Et c'est des souvenirs qui sont restés ancrés dans ma mémoire parce que c'était des patients, d'une part, assez lourdement handicapés en général, avec des états neurologiques sévères, et puis que j'avais une place de soignant vraiment au contact direct de ces patients, ce qui veut dire les accompagner, faire les examens, participer à leur toilette, les aider à manger, etc. C'est des situations d'intimité et de proximité qui sont différentes de ce que j'ai connu ensuite comme médecin. Et je crois que réellement, quand on est médecin, et même que ça soit interne, externe, au départ, on passe de l'autre côté. Et pour les patients, la perception n'est pas la même. On n'a pas le même rôle du tout. On a un rôle, quand on est médecin, un petit peu de décisionnaire. Et c'est souvent ça qui se fait à la fois un petit peu le respect qu'on peut encore avoir, et puis surtout la crainte de certaines choses qui peuvent en découler. Alors qu'avec les aides-soignants, en tout cas c'était mon expérience à l'époque, et j'ai bien vu la différence après, les patients s'expriment beaucoup plus, on va dire, authentiquement sur ce qu'ils ressentent, et notamment sur leurs peurs. Alors les peurs, c'est la maladie, évidemment, sa propre maladie, l'hôpital lui-même, les personnels qui sont souvent un peu inconnus au départ pour les patients, les examens médicaux, évidemment, et cette proximité, je pense vraiment humaine, je dirais même fraternelle, avec ces personnes en souffrance, je pense, c'est cette proximité qui permet de fabriquer l'empathie qu'on doit avoir, je pense, après, toujours pendant son travail de soignant. L'empathie, c'est à la fois un instrument d'évaluation de la situation de l'autre et un instrument de traitement vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce que l'angoisse et qu'est-ce que l'anxiété? Alors, en quelques mots, parce qu'on pourrait y passer des semaines. Première chose, j'ai envie de dire, ce sont des produits dérivés de la peur. C'est des dérivés de la peur, et la peur étant une émotion fondamentale, et même une des 5 émotions fondamentales, comme la tristesse, la colère, la joie, etc. Chez l'humain, comme chez beaucoup de mammifères, le système des émotions constitue un 6e sens qui nous permet de nous adapter au mieux à notre environnement en guidant nos actions et notre vision du monde, souvent peu consciemment. Et ce 6e sens est plus riche que les 5 autres. Il a précédé la pensée dans le développement de l'espèce humaine, probablement. Et il intègre en fait toutes les informations venant du monde extérieur,
tel que l'on sent le monde, tel qu'on le touche, tel qu'on le voit, tel qu'on l'entend, mais aussi de l'intérieur de soi. L'émotion de peur, par exemple, est nourrie de nos expériences passées, de ce que l'on a vécu, et puis de ce que l'on a dans notre système très personnel de valeurs, la manière dont on accorde une importance aux choses. Et donc, la peur elle-même, qui est une procédure de sauvegarde, une émotion qui nous protège du danger, qui nous permet de nous alerter des dangers et d'y réagir, en nous préparant à agir. Et c'est pour ça que la composante physique et d'action est souvent très forte dans l'angoisse, dans l'anxiété. C'est un phénomène soudain, automatique, transitoire, parfois violent. La peur fait souvent mal en réaction à une situation qui pourrait mettre à mal notre intégrité physique. Et c'est vrai que la peur nous fait mal avant d'avoir vraiment mal et avant d'être touché physiquement et même blessé, pour nous en protéger. Et l'anxiété, on peut dire, précède la douleur, et la peur précède la douleur. Et d'ailleurs, les systèmes cérébraux et de neurotransmetteurs, notamment, qui sont impliqués dans les deux types de réactions, la douleur et la peur, sont en grande partie les mêmes. La réaction de peur est par définition momentanée, elle doit s'apaiser lorsque la situation dangereuse a disparu, alors que l'anxiété, elle, est une peur plus diffuse, moins liée à une menace immédiate et précise, mais plus à une menace à venir, plus ou moins proche dans le temps, car l'esprit humain est une superbe machine à anticiper dans le temps, pour le meilleur ou pour le pire, et l'anxiété se fixe sur des événements potentiels, également pour s'en protéger, mais de manière plus abstraite, basée sur des souvenirs, des prévisions, mais aussi des représentations, des fantasmes, un langage intérieur, en fait, toute notre vie imaginaire. L'anxiété, c'est donc la peur plus le langage, plus les mots, plus le temps long en général, et la peur plus le sens des choses. Elle se nourrit de nos expériences passées, notamment de nos vulnérabilités, et en général de l'incertitude et du manque de maîtrise sur les choses. Et c'est un point important dont on va reparler sur la situation de soins en particulier. L'anxiété, comme la peur, peut faire mal, psychiquement, d'une certaine manière. On parle beaucoup de la douleur morale dans la dépression, mais je pense que dans les émotions de peur, on peut aussi avoir quelque chose de très douloureux. Et également physiquement, puisqu'il y a un cortège de symptômes physiques qui accompagnent les émotions anxieuses, qui visent encore une fois à nous alerter, à nous mettre en action, à mettre en tension le corps. Et cette tension interne est souvent un peu vaine parce que les événements auxquels on se confronte ne sont pas des événements immédiatement menaçants et nécessitant une action. Et donc c'est pour ça qu'en général la tension nerveuse s'accumule et devient douloureuse en elle-même. L'anxiété, comme la peur et les émotions, n'est pas directement contrôlable par la volonté, ça on le sait bien, en tout cas pas entièrement. Elle est programmée même pour fonctionner en dehors de la volonté, en dehors de la pensée. Elle a donc, je pense qu'elle a précédé la pensée, encore une fois. Et les types de solutions à apporter sont multiples pour gérer, comme on dit, son anxiété. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais qu'on utilise régulièrement. On gère son anxiété, ses émotions, comme on gère des choses plus matérielles. Mais cet abord de l'angoisse doit passer par tous les niveaux de l'organisme, c'est-à-dire par la parole avant tout, mais aussi par l'action et par le corps. Car tout l'organisme est concerné et il serait vain de ne traiter qu'une partie du problème. Et je crois que les exemples de prise en charge qui seront évoqués ce soir reflètent bien dans leur diversité les possibilités d'approche qui existent. Il faut entendre et dire son anxiété, il faut entendre et ménager son corps anxieux. La partie corporelle est vraiment essentielle. Et par ailleurs, sans obéir aveuglément à ses peurs. Et en tout cas, pas les prendre au pied de la lettre. Je dis souvent, la peur ne dit pas toujours la vérité. Elle peut dire la vérité, il y a des choses qui sont intuitivement, évidemment, sensées, mais d'autres sont très confuses et liées à beaucoup d'éléments que l'on a en soi. Il faut repousser la peur, ne pas la nourrir, et utiliser les outils dont nous disposons, le raisonnement, quand cela est possible, la détente corporelle et l'activité physique plutôt douce en général contre la tension interne, et aussi la résilience et l'acceptation, voire la méditation, quand rien d'autre n'est possible par ailleurs.
Et en effet, refuser ou fuir les émotions, quand elles sont douloureuses surtout, risque de les rendre plus agressives encore et nous faire rentrer dans un cercle vicieux de lutte contre soi-même qui en général aboutit à accroître les souffrances, voire les rendre pathologiques. Alors, passons maintenant à l'angoisse des patients. En médecine, les motifs d'anxiété sont multiples, nombreux, car derrière une situation de maladie peuvent être anticipées la souffrance, évidemment, la douleur physique, qu'elle soit liée à la maladie, aux examens, le handicap, les séparations et la fin de vie dans certains cas, avec des motifs réels et présents, ou surtout des motifs confus, issus de nos expériences antérieures, les nôtres et souvent celles de nos proches, des choses qui nous ont marquées dans le passé. Et tout ce qui entoure la maladie, c'est-à-dire les traitements, les lieux de soins, les examens médicaux et les personnels de santé, est forcément source des mêmes interrogations et des mêmes angoisses par manque de maîtrise en général. Beaucoup de peurs très fréquentes chez tout un chacun se cristallisent d'ailleurs dans les situations médicales. Ça, nous le voyons un petit peu au quotidien. La peur du sang, tout simplement, les phobies du sang, les phobies médicales, la peur des aiguilles, des injections. La claustrophobie, beaucoup pour les examens, comme les IRM, pour ceux qui ont connu ça. C'est un obstacle parfois majeur. Et puis, beaucoup l'anxiété sociale, on évoquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la peur du regard de l'autre, qui est souvent un élément très angoissant dans une démarche de soins, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc là, le regard de l'autre sur soi, les soignants et voire les autres patients éventuellement. Chaque étape du soin peut être génératrice d'anxiété, une incertitude sur un rendez-vous, un examen non expliqué, un résultat donné un peu à la va-vite, un interlocuteur dont on ignore la fonction et les intentions, et un lieu d'accueil inadapté. Tout ça peut être générateur d'anxiété, évidemment. Et pourquoi faut-il absolument prendre en compte cette dimension dans les soins ? Je pense qu'il y a deux raisons évidentes. C'est d'abord que l'anxiété est une souffrance et que notre rôle est de soulager les souffrances. Et ensuite, car l'anxiété fait obstacle aux soins, bien souvent, en les retardant, voire en les empêchant complètement dans certains cas. Il faut donc que toute la chaîne du soin, de la première prise de rendez-vous, le premier rendez-vous, jusqu'aux soins, jusqu'aux situations de soins les plus spécifiques, les plus intenses parfois, des opérations chirurgicales, des chimiothérapies, des soins intensifs, voire palliatifs, toute cette chaîne-là soit vigilante et formée à l'anxiété des patients, formée à la compréhension, à l'évaluation et à l'aide à apporter individuellement à chaque patient concerné. Et il faut que l'ensemble des dispositifs du parcours de soins, théoriquement, soient pensés en prenant en compte, en partie au moins, son impact potentiel sur l'anxiété des patients. Il suffit souvent de très peu de choses, finalement, un mot d'information ou d'accueil, un temps spécifique, un espace particulier, pour inverser l'expérience vécue dans un sens plus calme, pour ne pas dire forcément serein complètement, évidemment, mais au moins plus calme. Peu de choses peuvent suffire, mais à condition d'y penser, évidemment. Et ce n'est pas toujours simple, parce que nous avons beaucoup de choses à penser et à faire au quotidien. Les hôpitaux et les démarches qualité, entre guillemets, nous incitent à de nombreuses vigilances au quotidien. Vous savez, l'identité-vigilance, la pharmacovigilance. Je crois qu'on pourrait proposer d'avoir en tête également l'anxiété-vigilance, la vigilance sur l'anxiété du patient. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je me réjouis de l'initiative des organisateurs, de l'expérience patient et de la soirée de ce soir, et de tout ce qui va pouvoir être débattu ce soir, tout en vous remerciant de votre attention.